Rebonjour, merci d'être présent à cette table ronde modérée par Pascal Pogam. L'Express est notre partenaire média et on est vraiment ravis de faire cette opération avec l'Express. Et donc je le répète, hein, abonnez-vous, hein, évidemment. C'est très important. La question du nucléaire est centrale dans la mesure où c'était traditionnellement notre force en France. Et il me semble que le fait d'être mis en difficulté sur cette question du nucléaire est quelque chose qui heurte l'idée que l'on pouvait se faire de la France. Et on parlera demain de l'hôpital. Moi, je fais toujours le parallèle entre l'hôpital et le nucléaire. Meilleur système de santé au monde. Vous allez aux urgences, vous attendez 5 heures et c'est très compliqué. Et tout ceci est un cauchemar. Le pays du nucléaire, la moitié des réacteurs sont à l'arrêt. Et donc, je voulais vraiment qu'on aborde ce sujet, mais sous un angle qui est l'angle des rencontres de l'avenir, c'est-à-dire sous un angle prospectif, sous l'angle de l'innovation. Parce que le nucléaire, ça ne doit pas être le passé pour la France, ça doit être l'avenir. Voilà, Pascal, je te laisse la parole, c'est toi le patron. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver cette année pour animer cette table ronde consacrée à l'avenir du nucléaire. L'intitulé même de cette table ronde dit bien les changements intervenus ces derniers mois, parce qu'il y a pas si longtemps, finalement, il fallait vraiment être un nucléophile invétéré pour assurer que la filière atomique avait un avenir. La guerre en Ukraine, les effets patents du réchauffement climatique ont évidemment changé la donne, ont radicalement changé le paysage énergétique européen. Et le nucléaire, aujourd'hui, il faut le dire, se part de vertus nouvelles. Évidemment, énergie décarbonée, gage de souveraineté, de sécurité d'approvisionnement, vecteur de réindustrialisation aussi. Et pour toutes ces raisons, on voit aujourd'hui fleurir un certain nombre de projets de nouvelles centrales en Europe. On voit des pays qui avaient décidé, après Fukushima, de tourner le dos à cette énergie, et bien reconsidérer leur position, en tout cas s'interroger, et ça c'est tout à fait nouveau aussi. Ce sont tous ces enjeux-là qu'on va essayer de balayer en 45 minutes chrono. Autant vous dire que c'est quand même un défi, mais on va le faire avec l'aide de deux grandes expertes du sujet que je suis vraiment ravi d'avoir à mes côtés ce matin. Elisabeth Rizzotti, vous êtes physicienne nucléaire de formation, mais étonnamment, vous avez travaillé pendant 30 ans dans le secteur de la finance. Pour finalement revenir l'an dernier, revenir à vos premières amours en cofondant une start-up du nucléaire. Ça aussi, ça dit quelque chose de l'évolution du marché, une start-up dans le domaine du nucléaire qui s'appelle Nucléo. Vous êtes donc cofondatrice de cette société et vous en êtes la directrice en charge des opérations. Cécile Maisonneuve, les lecteurs de l'Express vous connaissent bien puisque vous êtes notre chroniqueuse climat attitrée. Cécile, tu as été, je ne vais pas faire semblant de te vous voyez, tu as été directrice de la prospective d'Areva, tu as également dirigé pendant de nombreuses années la fabrique de la Cité, et tu es aujourd'hui conseillère du Centre Énergie Climat de l'IFRI, et tu as créé cette année un cabinet de conseil stratégique qui s'appelle Décisive. Voilà, mon intro a été beaucoup trop longue, on rentre dans le vif du sujet, et Cécile, je vais te proposer de planter le décor en résumant en quelques phrases ce nouveau paysage énergétique que j'ai décrit à l'instant. Merci beaucoup Pascal. Alors effectivement, ça bouge dans l'énergie en général, hein, soyons très clairs, aucune guerre dans l'histoire n'a laissé le système énergétique inchangé et celle-ci ne va pas échapper à la règle. Et effectivement, ce qu'on voit, alors plus que depuis quelques mois, en réalité ça frémit depuis quelques années, on voit le nucléaire revenir dans le paysage. Alors déjà, si je vous posais la question de savoir en 2021 quelle a été la première source de production d'électricité en Europe, je ne sais pas ce que vous me répondriez, mais généralement on ne pense pas du tout au nucléaire. Et pourtant, 28% de l'électricité produite en 2021 en Europe, c'est l'énergie nucléaire. C'est la première source, 730 TWh. Après, vous avez le gaz, 550, et après le charbon, 420. Donc ça, c'est une sorte d'impensé, de non-dit. En France, on est très conscient du nucléaire, mais c'est un sujet européen. Et aujourd'hui, l'Europe est un des continents, sinon le continent le plus nucléarisé du monde. Alors, ce qu'on voit en même temps que ce chiffre et cette présence très forte du nucléaire dans la sécurité énergétique européenne, parce qu'on parle bien d'une électricité qui est produite avec des moyens de production domestiques, on n'a pas besoin de faire venir du gaz russe ou d'aller chercher du charbon très polluant.
Ce qu'on voit en parallèle, c'est que l'âge moyen du parc européen est en train de vieillir. Donc on a un double sujet en Europe, c'est à la fois comment est-ce qu'on va prolonger la durée de vie des centrales existantes, ce qu'on est aussi en train de faire en France, et en parallèle, comment est-ce qu'on va construire de nouveaux réacteurs. Parce que oui, en Europe, on veut construire. Alors, en fait, si vous regardez, il y a 5 groupes de pays en Europe sur le nucléaire, dans leur positionnement. Alors, il y a le premier groupe dont on parle beaucoup, tout le temps dans les médias, c'est ceux qui n'en veulent absolument pas. Pas besoin de pointer le doigt vers ce pays que vous avez identifié, c'est l'Allemagne. Alors l'Allemagne, non seulement elle en veut plus chez elle, mais elle essaie de dissuader ses voisins d'en faire. Il faut quand même savoir que la veille de l'attaque contre l'Ukraine, la secrétaire d'État à l'environnement allemande était en Pologne, en train d'expliquer aux Polonais que s'ils se lançaient dans le nucléaire, l'Allemagne, je cite, utiliserait tous les moyens légaux disponibles en Europe pour contrer leur projet. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui en Europe. Et parmi les États très antinucléaires qui en ont et qui veulent arrêter, vous avez également l'Espagne, à qui pourtant l'Agence internationale de l'énergie l'an dernier, dans un rapport, on dit attention, attention, ne remettez pas en cause la sécurité énergétique de votre pays. Et puis, vous avez également, alors eux, ils n'ont pas de nucléaire, l'Autriche qui fait partie de ce trio de pays extrêmement virulents de nucléaire. Un autre pays qui veut en sortir, c'est notre voisin, c'est la Belgique, pour se lancer dans le tout gaz. Oh, dommage. Alors, deuxième groupe de pays, à l'extrême inverse, c'est ceux qui vont ou qui connectent des réacteurs en ce moment. Donc, ça a été la Finlande qui a connecté cette année son EPR. Alors, la mise en service d'un réacteur aussi complexe que l'EPR, c'est compliqué. C'était compliqué à Taichan, c'est compliqué en Finlande, mais il connecte. Alors, la France va connecter normalement son EPR. EDF nous parle de 2023, donc l'an prochain. Et début 2023, vous avez aussi la Slovaquie qui va connecter enfin son réacteur de Moravče et qui, elle, va pouvoir, dans quelques années, devenir exportatrice nette. Et puis entre les deux, vous avez des pays qui ont des projets nucléaires. Alors je parlais tout à l'heure à la fois de ceux qui veulent étendre les durées de vie et en construire de nouveaux. Et là, vous les trouvez très nombreux en Europe centrale et orientale, sans surprise. Ce sont des pays qui n'ont jamais eu aucune envie de se retrouver dépendants du gaz russe. On peut comprendre pourquoi. Ils savent ce que le mot sécurité signifie, et le mot sécurité énergétique particulièrement. En plus, Gazprom avait le bon goût de leur faire payer très longtemps le gaz beaucoup, beaucoup plus cher qu'à nous. C'était à la tête du client, c'est pas nouveau que la Russie ait utilisé le gaz comme arme politique. Ces pays-là, vous trouvez la Hongrie, la République tchèque, vous trouvez la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie. Et vous trouvez aussi les Pays-Bas qui, faute de pouvoir continuer à produire le gaz qu'ils ont chez eux, puisque leurs gisements se réduisent, ont décidé de relancer un programme nucléaire également. Alors, la quatrième catégorie, c'est un pays à lui tout seul, c'est la Suède. Extrêmement intéressante, la Suède, parce que la Suède, c'est un pays les plus décarbonés au monde. On a un mix un peu semblable, où il y a beaucoup d'hydroélectricité, vous avez du nucléaire, vous avez du renouvelable. Et les Suédois, sous la pression des écologistes, pendant longtemps, ont dit on va sortir du nucléaire. Puis quand les écologistes sont arrivés au pouvoir, ils se sont dit finalement peut-être pas. Et l'an dernier, ils ont fermé un réacteur dans le sud du pays. Résultat, augmentation des importations. Des importations de quoi? D'électricité d'origine allemande, carbonée à mort. Et par ailleurs, ils ont des grosses tensions avec leurs voisins norvégiens parce que les barrages de Norvège, c'est comme chez nous, c'est comme dans toute l'Europe, avec les épisodes de sécheresse et les problèmes climatiques, ils produisent moins qu'avant. Et donc, très forte tension entre les deux pays. Et dans le coup, la Suède, là, est revenue vers un projet de construction de nouveaux réacteurs. Et puis, il y a un cinquième, là aussi, monoporteur, c'est la Pologne. Nouveau venu dans le nucléaire. Alors ça, j'insiste, parce que la Pologne, grand pays de l'Union européenne, grand pays industriel, pays très charbonnier, et qui lance un des plus grands projets de développement de réacteurs nucléaires. Alors, je n'ai pas parlé du Royaume-Uni, c'est quand même des Européens, mais il faut savoir que le Royaume-Uni, c'est comme la France, ils ont décidé de relancer, mais ils sont très volontaristes et ils ont un programme également très, très ambitieux, porté d'ailleurs pour les 2 réacteurs en construction actuellement à Hinkley Point et ceux qui viennent d'être décidés à Sizewell par EDF. Donc voilà le paysage européen, donc un paysage où ça bouge de tous les côtés, ça bouge dans tous les pays, avec des points de crispation très très forts qui sont surreprésentés dans les médias. À propos de la Pologne, Cécile, tu n'as pas précisé que les Polonais viennent d'attribuer leur premier contrat et ils n'ont pas choisi EDF pour construire leur première centrale. En l'occurrence, ils ont choisi Westinghouse, les Américains. Et je crois qu'un deuxième lot a été attribué aux Coréens aussi, ou en tout cas est sur le point de l'être.
Alors effectivement, les Polonais, j'allais dire les acteurs traditionnels du nucléaire étaient en lice. Les acteurs traditionnels du nucléaire, alors c'est EDF et puis plus notamment la partie de construction de réacteurs d'EDF donc pour un EPR, Westinghouse avec son réacteur AP1000, et puis les Coréens qui ont construit récemment la centrale aux Émirats, qui fonctionne très très bien, et la France n'a pas été choisie. Alors il est vrai que pour l'opinion publique polonaise, vendre aujourd'hui le fait d'acheter aux Français, quand on voit, comme l'a rappelé Nicolas, l'état du parc nucléaire, et c'est pas le sujet du débat, mais j'allais dire les hésitations, les allées et venues du gouvernement français, parce que c'est aussi une alliance avec un autre pays, hein, quand on construit des réacteurs qui vont durer 80 ans et on s'engage pour très très longtemps. Donc malheureusement, pour l'instant, la France n'est pas dans le paysage, mais l'histoire n'est pas finie. Le programme polonais est un énorme programme. Ils vont avoir besoin de compétences, y compris en Europe. Et le fait est que les compétences en Europe, c'est difficile d'échapper aux compétences d'EDF pour l'instant. Il y a un pays que tu n'as pas cité dans ton tour d'Europe, c'est l'Italie. Et Elisabeth, je me tourne évidemment vers vous. L'Italie, c'est un cas intéressant aussi, puisque un référendum avait eu lieu après la catastrophe de Tchernobyl et avait conduit l'Italie à tourner le dos au nucléaire. Après Fukushima, rebelote, l'Italie met en sommeil ces différents projets de relance du nucléaire. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que la nouvelle situation énergétique en Europe rouvre le débat dans le pays? Et que dit l'opinion publique en Italie? Merci avant tout et bonjour tout le monde. L'Italie est un pays qui peut-être représente une 6e catégorie, je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'Italie est un pays non nucléaire depuis 1987. Un référendum a déclaré l'impossibilité d'avoir des activités nucléaires. Et à ce moment-là, l'Italie, avec la France, travaillait énormément. Il y avait un partenariat énorme sur les compétences nucléaires. Et tout a été arrêté d'un seul coup. Depuis, l'Italie est un pays absolument non nucléaire, mais il est vrai effectivement que depuis quelque temps, notamment depuis un an et demi, donc depuis que nous sommes nés, je ne peux pas dire que c'est relié à ça, mais c'est vraiment le sentiment que nous avons partout, c'est que l'opinion publique est de plus en plus à faveur du nucléaire. Et du nucléaire innovant, donc les nouvelles générations de nucléaire, parce que quand on parle de nucléaire, il faut pas rêver. L'évolution est importante, l'évolution est très importante, et comme nous sommes dans une conférence qui parle de l'avenir, eh ben, il faut penser vraiment à quels sont vraiment les éléments innovants qui peuvent porter plus de sécurité, plus de sûreté, et qui peuvent donc donner une solution à ce que tout le monde cherche en ce moment, c'est donc d'avoir un équilibre énergétique décarbonisé. On ne peut plus se permettre de vivre dans une planète de plus en plus polluée, et l'énergie nucléaire est l'énergie la plus propre. Il faut donc travailler sur les éléments de sécurité et de sûreté pour pouvoir présenter un avenir pour tout le monde, pour les nouvelles générations. Il faut dire aussi que sur le nucléaire, donc en Italie, c'est toujours un pays non nucléaire, et d'ailleurs notre centre de recherche est implanté en Italie, mais notre projet opérationnel, donc notre projet pour avoir notre premier réacteur nucléaire est en France. On va s'attarder sur les projets de Nucléo, mais c'est important ce que vous décrivez là, parce que, et votre présence le montre bien, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose dans le secteur nucléaire. Et à côté des acteurs traditionnels que Cécile a bien listés, EDF, Westinghouse, KEPCO, Rosatom évidemment en Russie, on voit fleurir une famille de start-upers, d'innovateurs dans le domaine du nucléaire, qui revendiquent à la fois de nouvelles technologies, de nouveaux modes de financement et une nouvelle approche entrepreneuriale. Et c'est à travers l'exemple de Nucléo, qui est donc la start-up que vous avez cofondée l'an dernier, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi cette approche diffère de ce qu'on a toujours connu ces dernières décennies dans le domaine nucléaire. Donc la technologie sur laquelle se pose notre projet est la technologie des Small Modular Reactors, sont des petits réacteurs. Donc par les rapport les SMR, les petits réacteurs modulaires. Petits réacteurs modulaires, voilà, excusez-moi, non, SMR, donc les petits réacteurs modulaires. Donc déjà, et en particulier ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires innovants. Petits, donc cela veut dire que ce sont des réacteurs de petite dimension. Donc si je parle d'un réacteur
capable d'alimenter une ville de dimension moyenne ou un grand quartier d'une ville métropole, 200 mégawatts. On parle de dimensions qui sont 5 mètres de diamètre pour 5-6 mètres de hauteur. Donc c'est quelque chose vraiment de transportable par rapport aux grosses centrales. Alors ceci porte avec soi évidemment un coût qui est beaucoup plus abordable, parce que construire des immenses centrales, cela veut dire vraiment dépenser beaucoup, enfin avoir besoin de beaucoup de fonds. Donc c'est d'un côté économique, d'un autre côté c'est les dimensions transportables. Transportable, cela veut dire aussi flexible, parce qu'on peut prendre ces réacteurs et les porter un peu partout, et donc les construire et pas forcément les laisser là où ils ont été construits, mais pouvoir les apporter là où on en a vraiment besoin. Et les dimensionner en fonction des besoins de vos clients. Absolument. J'ai parlé du 200 MW parce que c'est quand même le réacteur qui a un bon balancement d'efficacité et de dimension, mais nous allons travailler d'ailleurs le premier réacteur qui va être construit en France sera un 30 MW, donc un encore plus petit, 3 mètres de diamètre par 4 mètres de hauteur, donc c'est vraiment très petit. Mais qui va marcher, qui va être complètement autonome dans sa production d'électricité. Elisabeth, je vous interromps 2 secondes juste pour resituer les choses. Quand on parle de 200 mégawatts pour un réacteur de ce type, il faut comparer avec l'EPR, la cathédrale qui n'est toujours pas achevée à Flamanville. Un EPR, c'est 1500 mégawatts, pour vous donner un ordre de grandeur. Quant au prix, on n'ose plus avancer de prix pour l'EPR parce que ça a tellement changé depuis 15 ans, mais on est entre 12 et 20 milliards d'euros, disons. Cécile, je parle sous ton regard vigilant. Pour un EPR tel que celui que vous nous décrivez, Elisabeth, il faut pour un 200 mégawatts, je veux dire, first of a kind. Donc le premier, ça veut dire que ça va coûter de moins en moins, c'est moins d'1 milliard. C'est entre 800 millions et 1 milliard. Alors, il est évident que pour construire de grosses centrales, on peut aussi construire ces réacteurs et les faire travailler en batterie. Donc, on peut en avoir en plusieurs. Mais cela permet aussi, d'un côté de business model, de pouvoir apporter les fonds d'une façon progressive, ce qui est vraiment très intéressant. Et c'est pour ça que pour la première fois, nous voyons que, comme il est arrivé pour l'espace il y a quelques années, aujourd'hui, les privés, donc ce genre de projets sont financés par des fonds privés. Nous sommes aujourd'hui complètement financés par des fonds uniquement privés. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir besoin des institutions. Au contraire, nous travaillons énormément avec les institutions et le futur est avec elles. Mais tout cela par fonds privés. Cela veut dire 2 choses. La première chose, c'est que c'est abordable. On voit les résultats dans un délai qui est acceptable, parce qu'on parle entre 8 et 10 ans pour avoir les premiers réacteurs opérants. Et d'un autre côté, on parle donc abordable d'un côté, mais de l'autre côté, on voit aussi la possibilité la sensibilité qu'il y a sur le sujet énergétique, qui est de plus en plus croissante. Donc, on a posé la question sur l'Italie. Est-ce que l'Italie, dans 5 ans, va être un pays nucléaire ? Je n'ai aucun élément pour le dire, mais mon sentiment, c'est que absolument oui, comme tous les pays qui sont non nucléaires. L'Allemagne aussi, qu'on a citée, à mon avis, elle va changer rapidement d'avis d'une façon pragmatique. Mais enfin, ça, c'est une pensée tout à fait personnelle. Je n'ai pas parlé de facteur innovant le plus important, parce qu'il faut toujours penser que si le nucléaire a trouvé tellement de contraintes les dernières 10, 20, 30 années, c'est évidemment parce que l'opinion publique, en général, pense à la sécurité et à la sûreté comme la première chose, ce qui est très, très, très important. Et il y a eu quelques accidents dans le passé qui ont montré qu'il y avait quand même de l'évolution à faire sur les paramètres de sécurité et de sûreté, bien que pas tout le temps. Ces accidents, je parle de Fukushima, je parle de Tchernobyl, ont été expliqués vraiment comme il s'agit, parce que c'était quand même, il fallait quand même les expliquer aussi d'une façon scientifique. Ceci étant dit, je dis que c'est très important de travailler sur la sécurité, et un des facteurs innovants de la technologie sur laquelle nous appuyons notre business
et sont les systèmes de refroidissement. Les systèmes de refroidissement, ce sont ceux qui permettent, une fois que le réacteur a une réaction qu'on ne contrôle plus ou qui chauffe énormément, c'est le système qui permet de refroidir. Alors, le fait que nous utilisons du plomb, le plomb liquide, est un facteur très innovant, parce que ça nous permet d'avoir une sûreté, ce qu'on appelle une sûreté passive, c'est-à-dire que même si il est arrivé quelque chose, donc on doit éteindre le réacteur, immédiatement, le plomb qui travaille à d'une température où il est liquide se solidifie, parce qu'en refroidissant, il devient absolument solide, et ça devient comme une sorte de sarcophage autour de toute l'activité nucléaire, ce qui veut dire que absolument, il n'y aura aucun problème, aucun risque de sécurité et de sûreté nucléaire. Bon, on aura un réacteur de 3 mètres par 3 mètres à gérer, d'accord. Mais ça, c'est le maximum des problèmes qui puissent arriver. C'est pour ça qu'il faut parler énormément, enfin nous aimons parler de sûreté parce que c'est exactement la raison pour laquelle peut-être l'opinion publique n'est pas encore et pas toujours d'accord avec l'énergie nucléaire. On parlera également tout à l'heure, j'espère que nous aurons le temps de combustible et des déchets, puisque votre réacteur s'attaque aussi à cette problématique. Nicolas, je crois que tu voulais réagir à ce qui vient d'être dit. C'est une question que je voudrais poser. Est-ce qu'il y a un arbitrage optimal en termes de prix? C'est-à-dire qu'on comprend bien, pour le consommateur, parce alors, bien évidemment, la question de la sûreté est un sujet très important en France, mais un sujet aussi désormais très important, c'est le prix de l'électricité, puisque les gens subissent des hausses de prix importantes. Et me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, mais l'électricité qui sortira des EPR sera de toute façon, même en laissant de côté les problèmes que l'on connaît à Flamanville, mais l'électricité qui viendra des EPR sera plus coûteuse que l'électricité qui sort de notre vieux parc nucléaire, avec des prix plus élevés. Est-ce que la technologie des petits réacteurs, donc il en faut plus, puisqu'ils sont moins puissants, mais est-ce que ça peut aussi présenter un avantage en termes de prix pour les consommateurs? Alors, il est très difficile aujourd'hui de se prononcer en termes de prix. Je ne veux pas raconter n'importe quoi, parce que nous avons observé dans les dernières années quels ont été les changements dans les prix de l'électricité. Ceci étant dit, l'électricité qui va être produite par nos réacteurs a un but économique qui veut être à peu près rejoindre le coût de l'énergie solaire. Et donc, c'est absolument à plus bon marché par rapport au coût de l'électricité aujourd'hui. Évidemment, c'est pas très compliqué, mais ils vont être très économiques. C'est un des buts que nous avons sur notre business. Ceci me donne la possibilité de parler d'un autre facteur très innovant et qui souligne aussi le côté de développement durable de notre projet. C'est l'utilisation d'un combustible qui ne part pas d'un combustible naturel. Les réacteurs sont normalement alimentés par un minéral naturel, donc un élément naturel comme l'uranium enrichi. Et par contre, grâce aux caractéristiques de ce genre de réacteur, qui non seulement peuvent être alimentés par de l'uranium, mais qui brûlent les déchets qu'ils produisent. Ceci nous a donné l'idée, étant donné l'énorme difficulté qu'il y avait en termes d'énergie dans les derniers mois, surtout après la guerre et la dépendance énergétique de Russie et des producteurs d'uranium normalement, c'est de créer notre filière de production de combustible, et c'est un combustible qui part des déchets produits aujourd'hui par les centrales nucléaires. On parle beaucoup, quand on parle d'énergie nucléaire, on parle de sécurité, de sûreté, et on parle de déchets. Alors, les déchets produits par les réacteurs d'ancienne génération sont normalement de l'uranium appauvri, donc uranium qu'on ne peut plus réutiliser comme combustible, et on parle de plutonium. Ça, c'est le gros ennemi du nucléaire. Et c'est qui crée un souci pour tous les gouvernements qui ont de l'énergie nucléaire, puisqu'il faut de quelque sorte s'en occuper, les gérer, les enterrer.
Notre idée, enfin, c'est pas une idée, c'est une idée qui, à nouveau, qui part d'un projet et qui est un projet absolument français, c'est la production du MOX, hein, c'est-à-dire un combustible qui est par de l'uranium appauvri et du plutonium. Donc exactement des déchets qui sont produits aujourd'hui. On peut les mettre dans un cycle de combustible, les brûler, et ce qui reste, on peut le remettre dans le cycle de combustible jusqu'à éliminer la plupart des déchets qui sont produits. Bon, il faut quand même atteindre un niveau d'efficacité des réacteurs. Donc, on ne veut pas dire on va brûler 100%, mais on va brûler une grosse partie de tous les déchets qui ont été produits. Alors, ceci non seulement rend soutenable notre activité, mais on peut dire aussi qu'elle sera très économique, parce que vous pouvez penser aussi que le combustible, qui est quand même une partie importante du coût de l'énergie, part de déchets. Donc, et il faut penser aussi que les déchets qui sont présents aujourd'hui dans un pays comme la France peuvent tranquillement alimenter l'énergie de 2300, 300 ans. Vous confirmez, parce que c'est quelque chose que les recherches de marché nous disent. Donc, le tout, c'est vraiment s'engager pour pouvoir utiliser et travailler ces déchets pour pouvoir alimenter les réacteurs, tous les réacteurs de nouvelle génération, parce que les EPR aussi peuvent être alimentés avec du MOX. Cécile, tu voulais répondre également à Nicolas. Oui, parce que je pense que c'est une question effectivement importante de parler du coût. Le nucléaire et les énergies renouvelables ont ceci de commun par rapport aux énergies, aux moyens de produire de l'électricité à partir de moyens fossiles, c'est que entre le moment où vous décidez du projet et le moment où les premiers kilowattheures sont construits, c'est long. Et donc vous devez mobiliser des capitaux énormes en amont avant d'avoir la moindre quantité d'électricité produite. C'est long, on l'a vu tout à l'heure pour les projets renouvelables. 8 ans pour un parc solaire, 10-12 ans pour un parc éolien offshore, et c'est long pour le nucléaire également. Et donc la clé pour réduire le financement de l'électricité du futur, c'est le coût du capital. Parce que selon que vous avez un coût du capital à 7-8%, ce qui a pu être le cas pour des projets nucléaires, ou de 4%, ça vous change complètement le coût de sortie du mégawattheure à la fin. Et donc cette question, elle est clé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on a des projets nucléaires qui sont... on en fait un là, et puis on va en faire un là. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet de série. Et c'est tout le problème de Flamanville, c'est-à-dire de faire que Flamanville sans avoir décidé derrière d'une série. Eh bien, vous avez des réacteurs extrêmement chers parce qu'il n'y a pas d'effet de série qui permettent à la fois de baisser le coût du capital et de bénéficier des effets d'apprentissage. Les effets d'apprentissage qu'on est en train de voir, alors ça c'est plutôt la phase de EDF Kiri, elle est outre-Manche, c'est ce qui est en train de, les 2 réacteurs EPR qui sont en train d'être construits à Hinkley Point. Entre le premier et le deuxième, on voit déjà les effets d'apprentissage. Ce qu'on mettait 3 mois à construire dans le cas du premier chantier, déjà on met 3 semaines. Et donc ça vous baisse tout l'ensemble des coûts. Et derrière, ça induira des phénomènes beaucoup plus vertueux où les investisseurs vont dire « Ok, ça marche, il faut tant de temps et donc je baisse mon coût du capital ». Et c'est pour ça que c'est intéressant les projets du SMR. C'est que comme les projets, le temps de construction est forcément plus petit parce que le réacteur est plus petit, eh bien, vous pouvez plus facilement financer les projets. Donc il y a le coût du mégawattheure, et c'est vrai que l'argument qui a longtemps été sorti, notamment par le milieu nucléaire français contre les SMR, hein. En France, les SMR, c'est pas naturel par rapport à d'autres pays, donc c'est pour ça qu'une start-up que Nucléo, moi je trouve que c'est une excellente nouvelle dans le milieu français pour venir aérer tout ça. Mais longtemps, on vous disait, ouais, mais le coût par mégawattheure, comme c'est des plus petits réacteurs, ça va être très cher. Mais en réalité, il faut regarder le financement du projet, parce que on peut avoir les plus belles idées du monde, les plus beaux réacteurs du monde, mais s'il n'y a personne pour le financer, il ne sortira pas de terre. Et c'est contre ce problème qu'a buté le nucléaire français au cours des années passées. Donc ces révolutions qui sont en train de se passer à l'initiative du secteur privé, et derrière les clients, c'est aussi du secteur privé. Vous allez voir aujourd'hui un chimiste polonais ou un fabricant d'aluminium ou quelqu'un de la sidérurgie aux Pays-Bas. C'est ça qu'il voit. Lui, il voit qu'il va avoir son électricité, qu'il va savoir combien il va la payer, et il est prêt à la financer. Donc c'est un nouveau modèle complet qui est en train d'émerger aujourd'hui. Et pour bien comprendre ce qui se joue, c'est que concrètement, dans 5, dans 10 ans, on pourrait voir des industriels, gros consommateurs d'électricité, installer ce type de réacteurs sur leur site industriel pour subvenir à leurs propres besoins. Absolument, oui. Avec les SMR, c'est exactement cela. On peut les construire et les transporter, parce que les dimensions le permettent, mais c'est...
Et donc le business peut être, bon, notre but c'est de produire de l'électricité parce que nous avions un but vraiment qui était lié à donner une solution au problème immense qu'il y a autour de l'énergie. Mais évidemment, c'est aussi la production de réacteurs et la production de box, parce que c'est les trois lignes. Je précise, pour ne pas donner le sentiment que nous faisons ce matin, la publicité de Nucléo, c'est que la technologie dont nous parlons là, elle existe déjà dans un certain nombre de startups aux États-Unis, en Russie, en Chine. C'est vraiment une technologie d'avenir sur laquelle travaillent de très nombreuses nouvelles entreprises aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Je ne parle pas de Nucléo. Il y a quelque chose comme 25 projets à peu près en ce moment dans le monde qui parlent de SMR, un peu partout éparpillés dans le monde. C'est une technologie finalement qui pose des bases il y a 20-30 ans. Donc on a vraiment manqué une génération d'énergie nucléaire. Un des projets qui on peut considérer concurrent, enfin dans le monde de SMR, c'est un projet qui a comme président Monsieur Bill Gates, hein, c'est TerraPower. Et il a écrit un livre très intéressant l'année dernière, au mois d'avril, lorsque nous étions en train d'ouvrir notre business. Et dans ce livre, il raconte une histoire et il dit... quand il y a dans les années 60, je ne sais pas si c'est 50 ou 60, la principale cause de décès dans le monde était les accidents de voiture. Et c'est pas pour cela qu'on est retourné à aller en vélo ou laisser les voitures. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi énormément en termes de sécurité pour les moyens de transport. Et voilà pourquoi aujourd'hui les accidents de voiture sont évidemment toujours un problème, mais ils ne représentent ils ne sont plus présents dans les statistiques des décès. Et c'est pour ça que je dis, alors l'énergie nucléaire, c'est un peu comme ça. Il y a 30 ans, on a eu énormément peur en général comme planète, et donc on a complètement arrêté, non pas la recherche, mais sûrement la production. On a tout du moins ralenti. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un gros sentiment de nécessité. On parle aussi de fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose que nous allons voir pas avant les années 2050-2060. C'est pour ça qu'il faut récupérer une génération d'énergie, enfin une génération de recherche qui d'ailleurs partie surtout par la France, et la reporter maintenant pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir l'utiliser en attendant de trouver d'autres sources. Mais celle-ci est vraiment une source extraordinaire. La question qui se pose, Cécile, toi qui côtoies l'industrie du nucléaire depuis longtemps, tu les connais bien, tous ces gens-là, et particulièrement les Français, qui ne brillent pas toujours par leur agilité, leur capacité à travailler avec de nouveaux acteurs. Est-ce que tu les imagines accueillir de façon constructive des entreprises qui revendiquent une nouvelle approche, qui revendiquent de nouveaux financements? Est-ce que c'est imaginable? On comprend que c'est le sens de l'histoire, cette cohabitation entre des grandes cathédrales et des petits réacteurs modulaires. Est-ce que tu es optimiste de ce point de vue-là? Et je complète, si tu me permets ta question. Est-ce que ça peut permettre à l'industrie nucléaire française de se réveiller? Est-ce que ça peut contribuer à la modernisation des acteurs historiques? Alors déjà, moi, j'observe que, par exemple, le directeur de TerraPower, il est français, c'est un ancien d'Areva, hein, Christophe Lévesque. Et quand vous regardez tout le nucléaire mondial, vous retrouvez plein de Français partout. Oui, mais alors ça, les Français qui partent à l'étranger faire non, ça, on connaît le sujet. Non, mais ils vont revenir parce que excusez-moi, pareil, je ne devrais pas le dire ici, mais le Chief Commercial Officer de Westinghouse, il est français, c'était le patron d'Areva UK. Donc, juste pour dire que d'Areva US. Donc, tous les Français déjà, c'est important qu'ils continuent de maintenir cette compétence. Parce que Elisabeth l'a très bien souligné, qu'on n'ait plus produit, c'est une chose, mais qu'on ait perdu, heureusement qu'on n'a pas perdu ces compétences-là, et elles ont trouvé à s'exercer dans un certain nombre de pays qui ont poursuivi la recherche. Et je note effectivement que Bill Gates, au lendemain de Fukushima, quand tout le monde était là à raser les murs dans l'industrie nucléaire, lui, il s'exprimait à la télévision en disant « Oui, il y a eu cet accident, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi on va devoir faire du nucléaire. » Et il avait déjà l'argumentaire sur le climat. Donc ça, c'est important de dire. Et quant à ta question, alors moi, je suis une optimiste invétérée par nature. Mais il faut l'être aujourd'hui en France, parce que la pente est pentue pour remonter la situation. Parce qu'on est quand même, là, on devient
importateur net d'électricité. Moi, je suis désolée de dire que ça me fait mal au cœur de constater qu'on se réjouit aujourd'hui de voir que les capacités d'importation entre la France et l'Allemagne ont été accrues pour qu'on puisse cet hiver importer de l'électricité d'Allemagne qui est... alors, juste un chiffre, deux chiffres. Le nucléaire français, c'est 4 grammes de CO2 par kilowattheure. Et le charbon allemand, c'est 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est ça qu'on va importer cet été, cet hiver, peut-être même encore en 2023. Donc, moi, vous voyez, ça me fait mal au cœur de voir ça. Donc ça, je pense que ça va faire bouger les lignes. Et que des acteurs comme vous, Elisabeth, à travers Nucléo, des acteurs comme aussi, je pense aussi les startups de la fusion, mais au sein même de l'industrie, il y a la volonté de, j'allais dire, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes et d'accueillir ces nouveaux regards sur le nucléaire. Et là, moi, je crois qu'il va y avoir 2 facteurs très importants. Le premier facteur, c'est l'opinion publique. Parce que non seulement l'opinion publique aujourd'hui, alors en France, elle n'est pas anti-nucléaire, elle est plutôt très favorable au nucléaire, mais c'est même le cas en Allemagne. Et la pression à partir du sujet climatique ne va faire qu'augmenter. Et l'autre facteur également, c'est dans ce monde-là qu'on voit bien émerger d'instabilité totale, où on a bien compris qu'on va avoir des ennemis, pas seulement des concurrents, on va avoir des ennemis. Dans ce monde-là où aujourd'hui, les énergies renouvelables, la voiture électrique, ça veut dire la Chine concrètement, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, ça veut dire dépendre de la Chine. On comprend bien qu'il faut reconstruire des capacités, alors soit locales, soit comme disent les Américains, le friendshoring, c'est-à-dire qu'on fait construire chez des pays amis, même si je pense que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis. Mais voilà ce qui est en train de se passer. Et donc ces 2 facteurs-là, à mon avis, vont pousser très très fort en France pour changer le système. Et honnêtement, oui, il faut changer le système, il faut l'aérer, c'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs modèles de réacteurs. Et moi, bon, alors, je vais peut-être faire mon ancienne d'Areva, mais il y avait un super réacteur à 1000 MW qui avait été fait avec les Japonais. C'est dommage qu'il n'ait pas été retenu. Qui s'appelait l'ATMEA. Là, les Japonais sont partis tout seuls pour le faire, mais le 1000, c'est un bon réacteur. Le marché demande ces réacteurs. Les SMR et les technologies très innovantes qui répondent au sujet des déchets, au sujet du financement, au sujet de la sûreté, c'est clairement l'avenir pour les raisons qu'on a dites. Donc, tout est en train de bouger. Moi, je pense que oui, il faut croire que le nucléaire français dans 10 ans n'aura pas du tout la même allure que le nucléaire français d'aujourd'hui. Un point très important, je surveille le chronomètre, j'aimerais vraiment que nous gardions une dizaine de minutes pour les questions. Un point sur le financement. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la taxonomie. Taxonomie, c'est cette classification mise en place par l'Europe pour flécher les investissements vers les filières de production d'énergie les moins néfastes pour l'environnement. Il se trouve que là, on est dans une période transitoire pour le nucléaire qui n'a pas été classé en dehors de cette taxonomie, mais qui n'est pas pour autant considérée comme une énergie verte par la Commission européenne. Et on peut comprendre pourquoi, compte tenu de l'enjeu des déchets. Il y a ce flou réglementaire autour des financements. Le danger, c'est qu'après 2025, ce flou-là conduise des financeurs à se tourner vers autre chose que le nucléaire. Et toutes les sommes qu'il est nécessaire de lever dans les années à venir pour développer les projets dont nous parlons, eh bien ces sommes risquent de ne pas venir, en tout cas pas en Europe. Les AMR, comme le nôtre, enfin, les SMR innovants, rentrent absolument dans la taxonomie européenne. Telle qu'elle est définie aujourd'hui. Telle qu'elle est définie aujourd'hui, exactement. Telle qu'elle est, oui. Oui, alors moi je dirais quand même que la taxonomie, alors déjà, elle qualifie le nucléaire d'énergie de transition. Moi déjà, ça me pose problème. Deuxièmement, elle met un certain nombre de conditions quand même, notamment sur les combustibles, qui sont pour l'instant des combustibles qui n'existent pas. Donc, elle met des conditions telles, pour moi, qu'elle est extrêmement conservatrice. Je vais vous dire franchement, moi, je pense que sur le nucléaire, sur les sujets de défense aussi, et même sur les sujets miniers, parce que tout ça, pour faire des renouvelables et tout, c'est de la mine. Il faut retourner à la mine. Pour l'instant, c'est même pas inclus dans la taxonomie. Donc, pour moi, la taxonomie, il faut déjà la changer. Alors, vous dites ça à Bruxelles, on a déjà eu tellement de mal à trouver un accord pour faire entrer le nucléaire. On a dû accepter le gaz pour faire entrer le nucléaire, sinon ça passait pas. Donc, mais le fait est que moi je pense que cette taxonomie, elle ne permet pas les ambitions nucléaires dont on a besoin en Europe, donc il va falloir la revoir. Mais il va falloir y travailler. Merci. Alors il nous reste 10 minutes pour recueillir vos questions. Je suis certain qu'elles seront nombreuses. Je vois déjà des mains se lever. Questions courtes s'il vous plaît et réponses courtes, mesdames, autant que possible. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je voulais simplement savoir si on peut faire un parallèle entre le réacteur nucléaire qui est dans le Charles de Gaulle et les mini-réacteurs dont vous venez de nous parler.
Il y a beaucoup quand même de bateaux de guerre, il y a beaucoup de sous-marins, de porte-avions qui ont des centrales nucléaires dans leur soute. Merci bien. Bon, je ne connais pas exactement. Charles de Gaulle, c'est le porte-avions. Donc, c'est porte-avions. Donc, on a donc les réacteurs tels que notre technologie les a conçus pour le système de refroidissement aussi, qui porte aussi des éléments très, très lourds, n'est pas pensé pour la propulsion d'avions, mais par exemple, une des applications les plus promettantes, c'est sûrement la propulsion navale. Alors là, oui, absolument. Et d'ailleurs, on aurait même pensé aux petits réacteurs, les 30 mégawatts, qui peuvent être conçus, non pas comme avec un cycle ouvert, donc de temps en temps, il faut remettre du combustible, mais avec un cycle fermé, c'est-à-dire comme si c'était une batterie nucléaire qui puisse marcher pendant 15 ans de suite. Imaginez ce que ça peut donner sur un transport naval pendant 15 ans. On parle des gros transports navals qui, pendant 15 ans, n'ont plus besoin de combustible. Et on connaît très bien les dégâts que ça puisse donner sur la pollution de la mer quand il y a des dégâts avec l'actuel combustible. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais enfin, ce n'est pas pensé pour la propulsion, pas en ce moment, pour la propulsion d'avions. Juste une réflexion d'historienne. Moi, je suis arrivée sur le nucléaire par mes études d'histoire, nucléaire civil et militaire. Une des raisons pour lesquelles en France, on est plutôt réticent sur les SMR historiquement, c'est parce que ça a une origine militaire. Effectivement, les SMR, fondamentalement au début, c'est les petits réacteurs qu'on met soit dans les sous-marins nucléaires pour la force de dissuasion, soit sur le porte-avions. Et en France, on a eu à cœur, tout l'appareil nucléaire français a eu à cœur de séparer strictement ce qui relevait du militaire de ce qui relevait du civil. Donc c'est pour ça que le milieu nucléaire civil en France n'est pas à l'aise avec cette histoire d'origine militaire du nucléaire, soyons clairs. Aux États-Unis, en Russie, au Royaume-Uni, on a beaucoup moins de problèmes avec ça. Et donc dans les mentalités, le SMR n'est pas vu comme une sorte de retour vers le passé à cause de ses origines militaires du nucléaire. Je pense que ça peut expliquer aussi les très très fortes réticences qu'on trouve chez un certain nombre de gros acteurs du nucléaire sur le sujet. Mais là encore, ça évolue. Merci. Une autre question ? Oui, bonjour mesdames, messieurs. Je voulais simplement vous demander, la catastrophe de Fukushima est due à un raz-de-marée et non pas à une défaillance de la centrale. Parce qu'on parle toujours et on associe cette catastrophe à celle de Tchernobyl qui n'ont pas du tout la même origine. Je voulais une confirmation de votre part. Merci. Effectivement, ce qui s'est passé à Fukushima, c'est d'abord un tremblement de terre d'une magnitude historique au large des côtes japonaises qui a déclenché un tsunami, vague de 14 mètres de haut. La centrale était protégée par un mur qui avait été conçu pour une vague de 9 mètres de haut, donc inondation de l'ensemble du système et notamment inondation des générateurs de secours, ceux qui permettent d'activer les systèmes de refroidissement. Donc le réacteur s'est mis à chauffer. Donc effectivement, moi j'ai toujours été très choquée par ceux qui entretiennent délibérément la confusion sur le fait qu'il y a eu 29 000 morts à cause du tsunami et aucun à cause de l'accident nucléaire. Et je peux vous dire, pour avoir beaucoup travaillé avec le Japon, que les Japonais sont très choqués et très heurtés de cette manipulation auquel ont recouru un certain nombre de mouvements écologistes, en Europe notamment. Si je peux me permettre. Merci pour la question, parce que ça permet effectivement de faire. Mais si je peux me permettre de nuancer ta réponse, Cécile, ce qu'a révélé la catastrophe de Fukushima, qui certes avait une origine naturelle, c'est une faille dans la conception, en tout cas un scénario qui n'avait pas été pensé et qui a conduit, et notamment sur les enjeux de refroidissement du nucléaire, du réacteur, qui a conduit les opérateurs du monde entier à prendre en considération ce nouvel aléa. Bien sûr. Ce qu'a révélé aussi, c'est que quand on fait de la sûreté, c'est de la technologie, des procédures et une culture. Je ne sais pas si la culture était tout à fait au point chez TEPCO. Une question ici, monsieur. Bonjour. Moi, honnêtement, c'est très bien ce que vous avez fait, mais moi, l'avenir du nucléaire, en tant que corps médical, ayant travaillé à Saclay, puis ensuite créé une société sur les isotopes, bien entendu, non radioactifs, je m'intéresse au nucléaire médical. Parce que, bon, le nucléaire médical, personne n'en parle. Comment sont produits les isotopes? Si on prend l'eau lourde pour les militaires,
l'eau lourde. Maintenant, par exemple, le Canada, qui était le seul producteur à vendre, c'est terminé. Ils n'en produisent plus. 750 tonnes par an qui disparaissent. Les Américains se fournissaient au Canada. Bon. Nous, on se veut de l'indépendance, on ne produit aucun, vous m'entendez, aucun isotope non radioactif pour la médecine nucléaire. Donc l'avenir du nucléaire médical est en jeu. Que ce soit le thallium-101, etc., ça n'existe plus. Les Russes ne veulent plus nous en vendre. Vous avez l'aspect sécurité militaire. Bon, l'eau lourde, j'étais le seul importateur d'eau lourde pour l'Europe, du Canada, c'est terminé. Comment va-t-on faire? Il y a 2 réacteurs nucléaires, les Célestins, qui marchent que pour fabriquer de l'eau lourde pour notre arme nucléaire. Bon, ce n'est pas un secret d'État. Comment va-t-on faire? Donc, il y a l'aspect nucléaire, militaire, il y a l'aspect nucléaire. Tout le monde fait faire des IRM, c'est de l'imagerie par résonance magnétique. Mais on a oublié le mot nucléaire parce qu'il ne faut pas parler de nucléaire dans la population. Donc tout ça, alors on fait du PET scan à l'oxygène, au fluor 18 et autres, mais la matière première, on va la prendre où? Est-ce votre question, monsieur? Oui. Oui. Alors, est-ce que ces fameux réacteurs permettront de fabriquer... je ne pense pas par rapport... Non. Pardon pour l'impasse sur les enjeux médicaux, je l'assume et je le regrette, mais en 45 minutes, vous comprenez bien qu'on ne peut pas balayer l'ensemble des enjeux. Nous allons tout de même essayer de répondre à votre question. Quelques secondes seulement pour dire une des raisons pour laquelle Nucléo, donc notre entreprise, existe, c'est grâce à l'énorme succès qu'un des 3 fondateurs, enfin le fondateur principal, notre CEO, Stefano Bono, a lancé, en tant que physicien, comme il était quand nous étions au CERN, a lancé croit énormément dans la médicale nucléaire, et c'est pour ça qu'il est devenu un unicorne sur un triple A. D'ailleurs, c'est une société française, hein, Advanced Application, Accelerator Advanced Application. Qui a travaillé énormément dans la diagnostic à partir des isotopes sur lesquels il travaillait encore au CERN. Alors, tous les réacteurs de nouvelle génération dont on parle ont très bien la possibilité de pouvoir travailler avec des isotopes en les mettant en relation avec des accélérateurs de particules. Alors, ceci est quelque chose sur lequel on va travailler, nous allons travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de projets qui y croient énormément, et donc je suis sûre que le nucléaire médical n'a pas été abandonné. Au contraire, c'est l'une des applications les plus, je ne vais pas dire les plus simples, mais enfin les plus importantes que nous puissions faire. Merci. Merci, monsieur. Autre question là-bas. Oui, bonjour. On a beaucoup parlé des circuits de refroidissement. Les circuits de refroidissement, c'est avec de l'eau. Qu'en est-il dans l'innovation pour essayer de limiter les consommations d'eau et le réchauffement, finalement, des rivières à terme? D'autant plus que ces derniers mois, on avait ralenti la production d'une centrale nucléaire à cause de problèmes d'eau. Je ne veux pas dire qu'on n'aura plus besoin d'eau, parce qu'évidemment, il va falloir se servir de l'eau, mais le fait, comme je disais, d'avoir conçu un système de refroidissement autour du cœur du nucléaire qui est à base de plomb, nous permet d'avoir des systèmes externes de refroidissement qui sont décidément plus petits, donc avec un besoin d'eau qui est non comparable avec les besoins d'aujourd'hui. Il y a un design qui est très innovant sur cela aussi et qui permet d'utiliser beaucoup moins d'eau et de réutiliser l'eau. Merci. Une dernière question, madame. Attendez, vous allez avoir un micro. Je vais me tourner vers vous après. Donc, c'est l'avant-dernière question, Merci. madame. Bonjour, vous avez évoqué tout à l'heure la fusion du nucléaire, donc évidemment ITER. Est-ce que pour vous, ITER représente l'avenir du nucléaire, pour vous deux, mesdames? Oui, l'avenir peut-être, mais pas pour demain matin. Voilà. Et les générations de nos enfants et de nos petits-enfants pour eux, il faut penser à une solution qui donne des résultats avant. Et donc, il est évident que la fusion représente une réaction extraordinaire, celle qui
repropose sur planète ce qui arrive sur le Soleil, mais la recherche est vraiment encore très très loin. Parfois, nous entendons, nous savons qu'il y a des déclarations, les résultats dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas encore ça. La recherche est très importante et représente l'étape suivante du futur nucléaire. Je pense qu'il se passe sur la fusion ce qui se passe aussi sur la fission, c'est-à-dire qu'à côté de ce gros projet ITER, qui est quand même une énorme machine extrêmement complexe, vous avez aussi le développement, Elisabeth en a parlé tout à l'heure, de start-up dans la fusion, alors très activement financé aux États-Unis, au Royaume-Uni également, avec un projet... alors qui fait rêver. La fusion, en plus, c'est très séduisant, ça fait rêver, c'est un peu le Graal de l'énergie. Donc, moi, je me méfie toujours des solutions qui sont le Graal 2. Mais le fait est que ça bouge aussi dans ce domaine-là et qu'on voit de très nombreux financements arriver sur des solutions privées, ce qui était inimaginable il y a quelques années. Donc, je pense aussi que ce mouvement de bouillonnement autour de cette autre technologie va produire, alors ne serait-ce qu'en termes de compétences, de formation, et aussi peut-être d'acculturation du public au sujet du nucléaire, fusion et fission, un mouvement favorable à cet avenir du nucléaire dont nous parlons ce matin. Monsieur. Oui, vous dites que vos réacteurs travaillent avec du plomb. Quid du saturnisme? Du saturnisme. Pardon. Maladie causée par le plomb dans les canalisations, par exemple. Vous appelez un diagnostic plomb dans les centrales nucléaires, si je comprends, monsieur. Bon, je vais prendre 2 points, mais je veux dire, il est évident que le plomb ne va pas être on ne va pas respirer du plomb dans l'air parce qu'il représente une barrière de protection de l'activité nucléaire autour du cœur du réacteur. Il faut savoir aussi que nous allons utiliser du plomb qui est complètement purifié, donc très pur, et cela évidemment cause beaucoup moins de problèmes. En tout cas, à ma connaissance, mais je vais sûrement prendre le point, mais merci monsieur, on va étudier et on va sûrement garantir, et je suis sûre que les autorités de sûreté et de sécurité en France vont bien travailler là-dessus, et je ne pense pas qu'ils vont nous donner l'autorisation telle que je les connais, vont nous donner l'autorisation à construire si on n'est pas dans les conditions de démontrer que ce genre de refroidissement ne cause aucun problème dans l'environnement. Cécile, pour conclure. Juste pour conclure, oui, effectivement, comme Elisabeth l'a dit, on a l'autorité de sûreté la plus protectrice au monde. Donc déjà, je pense que c'est un point important à rappeler, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais c'est déjà utilisé le plomb comme barrière pour les radiations. Expérience personnelle, si vous visitez l'usine de La Hague, qui est cette usine où on retraite les combustibles usés, quand vous voyez les salles où les robots découpent les crayons de combustible pour sortir la matière, vous êtes derrière une vitre qui fait 1,50 m d'épaisseur, mélange de verre et de plomb. Et donc on voit bien là l'efficacité. Et pour avoir visité un certain nombre de fois La Hague, je ne crois pas avoir eu d'effet secondaire en termes de saturnisme. Donc déjà, c'est connu l'utilisation du plomb dans l'industrie nucléaire depuis de longue date. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Nicolas. Merci à vous. Merci à tous. 2 choses. Merci beaucoup. Si vous avez peur du plomb, monsieur, mon épouse Juliette est vitrailliste. Elle est dans le coin et elle connaît par cœur les problématiques du plomb. On se retrouve à 14h30 pour l'avenir du métavers, notamment avec Aurélie Jean qui est là au premier rang. Voilà, on se retrouve à 14h30 pour ce sujet passionnant.